Pendant des années, le Burkina Faso n'a été qu'un point minuscule sur la carte africaine. Puis un visage a surgi dans les titres, celui d'Ibrahim Traoré, jeune officier promettant qu'un pays enclavé pouvait cesser de quémander sa souveraineté et apprendre à la construire lui-même. Entre des milliers de tonnes de tomates autrefois laissées à pourrir et des boîtes importées 3 fois plus chères, la même question revient pour chacun. Que vaut vraiment ce pari sur ses propres forces? Et si ce territoire longtemps oublié devenait le laboratoire d'une souveraineté économique inattendue? Le pari engagé au Burkina Faso repose sur une idée simple. Un pays peut changer son destin lorsqu'il décide de reprendre la main sur ses propres ressources. La promesse centrale réside dans une amélioration durable du quotidien national, en redéfinissant comment l'agriculture, l'énergie et les infrastructures peuvent fonctionner sans dépendre d'acteurs extérieurs. Les enjeux sont immenses. Assurer l'électricité dans les villages isolés, maintenir des routes capables de relier producteurs et marchés, garantir des hôpitaux financés localement et ouverts toute l'année, créer des emplois qui retiennent les jeunes plutôt que les pousser à l'exode. Le pays peut-il maintenir ce rythme sans retomber dans les schémas anciens? Chaque avancée devient alors un test. Si la transformation des tomates augmente vraiment les revenus ruraux, si l'énergie solaire réduit effectivement les coûts, si les infrastructures favorisent le commerce, alors l'hypothèse d'une souveraineté fondée sur l'effort local gagne en crédibilité. Et c'est précisément cette tension entre ambition et capacité réelle qui confère à cette trajectoire son enjeu stratégique. La première rupture apparaît dans une statistique ignorée pendant des années. Avant l'implantation d'une usine de transformation, des milliers de tonnes de tomates finissaient perdues chaque saison. Une seconde donnée modifie tout autant la trajectoire. L'augmentation d'environ 40% de la production montre qu'une filière considérée comme marginale peut devenir un levier économique mesurable. C'est à partir de ces basculements chiffrés qu'émerge une lecture différente du Burkina Faso, où les projets ne sont plus évalués par l'ampleur des discours, mais par la nature des résultats obtenus sur le terrain. Le pays, enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a longtemps dépendu de corridors commerciaux extérieurs, de carburants importés et de financements conditionnés à des priorités établies ailleurs. Les infrastructures restaient insuffisantes. Hôpitaux sous-dotés, routes inachevées, villages plongés dans l'obscurité la majeure partie de l'année, écoles limitées par l'absence d'électricité et producteurs enfermés dans un cycle de pertes post-récolte. Dans cet environnement fragmenté, l'idée d'autosuffisance ne naît pas comme un slogan, mais comme une réponse à une frustration accumulée depuis des décennies. Les récoltes étaient exportées brutes, la valeur ajoutée partait à l'étranger, et l'économie locale ne captait qu'une fraction du potentiel du pays. Transformer les produits sur place, exploiter un soleil abondant, construire des routes financées localement et relier les producteurs au marché par des corridors internes devient progressivement une stratégie de reconquête économique. Le laboratoire burkinabé s'organise ainsi projet par projet. Une usine, un hôpital, un réseau solaire, un tronçon autoroutier. Chacun représente une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui d'un pays qui cherche à reprendre le contrôle de ses ressources essentielles. Ibrahim Traoré incarne cette dynamique, non comme une figure providentielle, mais comme un catalyseur d'une volonté collective, cherchant à prouver qu'un petit État peut déplacer les lignes lorsqu'il décide d'investir dans ses propres capacités. Ces éléments recomposent peut-être un contexte où les chiffres cessent d'être des abstractions et deviennent les marqueurs d'un avant et d'un après, permettant de comprendre pourquoi l'expérience burkinabé attire aujourd'hui une attention nouvelle. Au cœur de cette transformation encore fragile, un personnage sert de repère pour comprendre la manière dont les projets prennent forme sur le terrain. Un agriculteur du centre-ouest, longtemps habitué à voir ses tomates perdre leur valeur en quelques heures sous la chaleur. Lorsqu'il vend désormais sa production directement à l'usine locale, il ne parle pas de révolution,
mais de première saison sans perte majeure. Son revenu, autrefois dépendant d'intermédiaires imprévisibles, devient plus stable, lui permettant d'investir dans une petite pompe d'irrigation et de prolonger son cycle de culture. Cette amélioration reste modeste, mais elle illustre ce que signifie, pour une famille rurale, l'irruption d'une infrastructure pensée pour capter la valeur sur place. Un second cas vient d'un quartier périphérique de Bobo-Dioulasso. Une commerçante, dont l'activité dépendait d'un générateur à carburant, voit l'arrivée d'un réseau solaire local changer sa marge bénéficiaire. Elle ouvre plus tard le soir, réduit ses coûts d'exploitation et attire une clientèle plus large. Ce n'est pas une success story spectaculaire, mais l'exemple concret d'une économie de proximité qui se redessine au rythme de petites améliorations cumulatives. Ces trajectoires individuelles servent de boussole pour comprendre l'impact réel d'un modèle souvent résumé à de grands chantiers. Quand les projets touchent une ferme, une boutique, un atelier ou un centre de soins, ils cessent d'être des annonces pour devenir des instruments de stabilisation du quotidien. Et si chaque maillon reste perfectible, leur addition crée une dynamique qui modifie la perception collective de ce qu'un État peut accomplir par ses propres moyens. Un changement réel commence toujours par des preuves locales. Tout démarre par une série de constats simples. Les récoltes se perdent, l'énergie manque, les routes rompent la chaîne de valeur, les villages vivent au rythme des coupures, les producteurs vendent à perte, les hôpitaux fonctionnent au ralenti. Ce n'est pas une crise soudaine, mais une accumulation lente, presque silencieuse, qui finit par révéler un blocage structurel. À ce moment précis, Ibrahim Traoré affirme que le pays ne peut plus avancer en subissant les règles fixées ailleurs. Il lance une succession de projets locaux, financés en majorité par des ressources nationales, avec un objectif clair: capter la valeur sur le territoire. L'usine de transformation n'est pas le premier chantier de l'histoire burkinabé, mais c'est le premier à exprimer explicitement une stratégie de rupture. Lorsque la production de tomates augmente d'environ 40%, ce n'est pas seulement un succès agricole. C'est la preuve qu'un secteur laissé à l'abandon peut changer d'échelle dès qu'il dispose d'un débouché fiable. Les pertes post-récolte diminuent, les producteurs négocient mieux, les revenus progressent. Dans le même temps, le réseau solaire Yelen connecte plus de 100 villages, soit près de 300 000 habitants, mettant fin à des années d'obscurité qui limitaient l'éducation, les soins et les activités économiques. Les écoles restent ouvertes le soir, les centres de santé conservent les vaccins, les petits commerces fonctionnent sans générateur coûteux. Parallèlement, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire, évaluée à 500 millions de dollars, réduit les temps de trajet et fluidifie l'accès aux marchés régionaux. Le commerce bondit d'environ 25%, créant un cercle vertueux entre production locale, logistique et distribution. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, financé par des fonds nationaux, accueille plus de 100 000 patients depuis son ouverture et devient l'un des symboles d'une capacité sanitaire renouvelée. Toutes ces avancées créent une impression d'accélération, comme si chaque secteur évoluait au même rythme. Pourtant, cette dynamique repose sur une logique simple: multiplier les points d'ancrage pour que l'économie cesse de dépendre entièrement d'importations et de modèles décidés hors du pays. Chaque chantier renforce l'autre. L'énergie soutient la production, les routes soutiennent le commerce, l'hôpital renforce la stabilité sociale. L'ensemble fonctionne comme un engrenage cohérent. Les premiers effets secondaires apparaissent rapidement. Les agriculteurs investissent davantage dans leurs exploitations, réduisant leur vulnérabilité face aux variations de prix. Les commerçants prolongent leurs horaires, augmentent leurs stocks et diversifient leurs activités grâce à une énergie plus stable. Les transporteurs réduisent leurs coûts, améliorent leurs délais, ouvrant la voie à de nouvelles petites entreprises le long des axes routiers. Les villages raccordés à l'électricité entrent dans un cycle d'apprentissage où la lumière du soir devient un levier éducatif et communautaire. L'État, en captant une part supplémentaire de la valeur économique,
peut réinvestir dans d'autres projets structurants. Ces du churn ne sont pas spectaculaires individuellement, mais leur addition crée un mouvement continu. Le modèle gagne en solidité parce qu'il commence à produire des effets visibles dans les foyers, dans les champs, dans les boutiques, dans les centres de soins. C'est ce changement diffus, presque capillaire, qui alimente aujourd'hui les débats autour du pari stratégique porté par Ibrahim Traoré et qui explique pourquoi le Burkina Faso attire de nouveau l'attention dans les analyses régionales. Le basculement le plus clair apparaît lorsqu'on compare l'avant et l'après. Avant l'usine, des milliers de tonnes de tomates se perdaient chaque année. Après son installation, près de 15 millions de dollars proviennent des ventes de produits transformés. Cette somme reflète la valeur captée localement plutôt que perdue ailleurs. Le second repère quantitatif tient dans une variation mesurée. La production de tomates aurait été augmentée d'environ 40% en quelques années, alors même que ni les surfaces cultivées, ni les volumes de semences n'avaient connu de changement majeur. Ce pourcentage traduit l'effet direct d'un débouché stable sur la production rurale. Troisième point, plus de 150 villages ont été connectés au réseau solaire Yelen, soit environ 300 000 habitants. Ce raccordement garantit une source énergétique locale et moins dépendante des importations. Ces chiffres structurent l'analyse du modèle défendu par Ibrahim Traoré. Ils ne représentent pas seulement des indicateurs sectoriels, mais la démonstration qu'un système économique peut changer d'orientation lorsqu'il internalise la production, l'énergie et la distribution. L'usine de transformation illustre cette idée. Elle transforme un excédent agricole autrefois gaspillé en une filière capable de générer des revenus, d'offrir des emplois et de stabiliser les prix. Le chiffre des 15 millions n'est pas spectaculaire à l'échelle d'un continent, mais il est déterminant pour un État enclavé qui cherche à prouver la viabilité d'un modèle d'autosuffisance. La progression de 40% de la production constitue un argument encore plus révélateur. Dans un écosystème agricole dépendant de la pluviométrie, des routes et des marchés locaux, cette hausse montre qu'un simple changement d'infrastructure, ici la présence d'un acheteur industriel, peut transformer toute une chaîne de valeur. Les producteurs, sachant que leur récolte sera absorbée, adoptent des pratiques plus rationnelles, investissent dans du matériel minimal et réduisent la part de leur production vouée à se détériorer. La dynamique devient cumulative. Quand les pertes reculent, les revenus augmentent. Quand les revenus augmentent, la confiance suit. Le réseau Yelen, lui, modifie des dimensions non directement mesurables par les seuls kilowattheures. L'accès à l'électricité 24h/24 soutient la scolarité, permet la réfrigération des vaccins et réduit les coûts des petits commerces. Dans les villages, les soirées deviennent des moments d'études, de réunions communautaires ou d'activités économiques additionnelles. Cette transformation non spectaculaire en surface crée des effets d'entraînement dans des domaines souvent négligés par les analyses économiques classiques. Enfin, ces données s'additionnent et sans s'annuler. Elles décrivent un système qui change simultanément dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Ce n'est pas une croissance sectorielle isolée, mais une progression transversale qui renforce l'hypothèse d'un modèle capable de redistribuer les bénéfices de manière diffuse. Et si ces chiffres restent modestes, ils témoignent d'un mouvement initial solide, susceptible d'alimenter un cycle durable, à condition que les investissements se poursuivent et que les fragilités structurelles soient gérées avec prudence. Les critiques du modèle burkinabé avancent d'abord un argument central. Un pays aussi pauvre en capitaux que le Burkina Faso risquerait de s'épuiser financièrement s'il mise presque exclusivement sur ses ressources locales. Selon cette position, financer des routes, des hôpitaux, des réseaux solaires et une industrie de transformation sans recourir aux prêts concessionnels ni aux bailleurs traditionnels pourrait, à long terme, réduire la marge budgétaire de l'État et forcer des coupes dans les secteurs sociaux. L'autosuffisance deviendrait alors une stratégie séduisante dans le discours.
mais dangereuse lorsqu'elle est déployée à grande échelle sans filet de sécurité extérieur. À cette première réserve s'ajoute un second argument. Certains économistes estiment que la concentration sur quelques secteurs, tomates, énergie solaire, axe routier, expose le pays à une vulnérabilité structurelle. Un choc climatique pourrait déstabiliser la production agricole, un incident technique pourrait affecter les parcs solaires ou une crise géopolitique régionale pourrait réduire les flux commerciaux, affaiblissant ainsi l'ensemble du modèle. Pour eux, l'autonomie trop focalisée sur 3 piliers risquerait de manquer de résilience face aux perturbations extérieures. Toutefois, la réponse fondée sur les données disponibles éclaire autrement le débat. Les 3 secteurs mis en avant, agriculture transformée, énergie solaire locale, corridor routier, ne fonctionnent pas comme des blocs isolés, mais comme des moteurs interconnectés. Lorsque la production de tomates augmente d'environ 40%, ce n'est pas seulement un gain agricole, c'est un effet de stabilisation sociale visible, car des milliers de producteurs voient leurs revenus progresser. Quand plus de 150 villages accèdent à l'électricité, ce n'est pas une simple question de lumière. Cela améliore la scolarité, la santé, les commerces et les chaînes de froid. Lorsqu'une autoroute fait bondir le commerce d'environ 25%, elle ne fragilise pas l'économie. Elle élargit le spectre d'activités possibles. Autrement dit, les objections ne sont pas infondées, mais les résultats observables montrent que le modèle, loin de reposer sur un pilier unique, s'appuie sur des dynamiques convergentes capables de renforcer la résilience interne du pays. Une bascule silencieuse apparaît. Au milieu de cette trajectoire, un détail longtemps jugé secondaire change la lecture générale. L'autosuffisance ne se manifeste pas d'abord à travers de grands chantiers visibles, mais dans la manière dont les infrastructures locales s'emboîtent les unes avec les autres. Ce n'est pas l'usine seule, ni le réseau solaire isolé, ni l'autoroute prise séparément qui crée la dynamique. C'est leur interaction, presque mécanique, qui modifie la structure économique du pays. Lorsqu'un producteur vend sa récolte à un prix plus stable, il réinjecte immédiatement ce revenu dans des biens et services locaux qui, à leur tour, bénéficient d'une énergie plus fiable et de transports plus rapides. Cette articulation s'observe également dans les centres urbains. Les commerçants prolongent leurs horaires, les ateliers de transformation multiplient leurs cycles de production, les petits dépôts élargissent leurs stocks, et chaque amélioration locale finit par alimenter un réseau plus vaste. Ce moment charnière explique pourquoi la stratégie portée par Ibrahim Traoré commence à être étudiée comme un cas fonctionnel, plutôt qu'une simple promesse politique. Ce midpoint révèle une idée simple. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit par couches successives. Dans les campagnes, les effets se sont immédiats. La disparition progressive des pertes post-récolte modifie la relation entre producteurs et marché. Les tomates ne sont plus condamnées à pourrir au bord des routes, et les revenus doublent pour de nombreux exploitants. Les agriculteurs peuvent planifier une saison complète au lieu de vivre au jour le jour. Les coopératives, autrefois fragiles, gagnent en stabilité grâce à un débouché industriel constant. Cette amélioration diffuse transforme silencieusement la structure sociale des villages. Chaque reçu délivré par l'usine représente une valeur enfin captée localement. Dans ce contexte, la stratégie portée par Ibrahim Traoré devient un levier concret plutôt qu'un discours. Pour les commerçants et les petites entreprises, l'énergie solaire joue un rôle pivot. Les générateurs coûteux cessent d'être des charges mensuelles qui rongent les marges. Les boutiques restent ouvertes plus tard, les ateliers fonctionnent plus régulièrement et les dépôts élargissent leur capacité de stockage grâce à une électricité fiable. Le réseau routier rénové réduit les temps de trajet, ouvre de nouveaux corridors commerciaux et permet aux transporteurs d'augmenter le nombre de rotations quotidiennes. Cette fluidité crée un tissu économique plus dense, où chaque petite activité dispose enfin des conditions minimales pour croître. La hausse d'environ 25% du commerce illustre l'ampleur de cette transformation. Dans les zones urbaines et périurbaines,
l'impact se lit dans la vie quotidienne. L'accès à l'électricité dans plus de 150 villages offre une continuité énergétique qui reconfigure les habitudes familiales. Les enfants étudient le soir, les foyers conservent les aliments plus longtemps et les informations circulent plus facilement grâce aux appareils rechargés régulièrement. Les familles gagnent en sécurité, en confort et en capacité de planification. Les hôpitaux financés localement, comme celui de Bobo-Dioulasso, ont reçu plus de 100 000 patients depuis 2021, avec une baisse d'environ 15% de la mortalité infantile. Cette amélioration sanitaire donne une dimension humaine à un modèle souvent décrit sous un angle économique. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire agit comme un multiplicateur régional. En facilitant un accès plus rapide au port, elle réduit les coûts logistiques, encourage les exportations et attire de nouvelles entreprises le long de son tracé. Les échanges transfrontaliers augmentent, renforçant la position du Burkina Faso dans le Sahel. Cette ouverture, loin de contredire l'idée d'autosuffisance, en devient une extension logique. L'indépendance énergétique et la transformation locale donnent au pays une capacité de négociation accrue. Pour les analystes régionaux, ce repositionnement fait du Burkina Faso un cas d'étude suivi de près, où le nom d'Ibrahim Traoré revient comme élément structurant. Ces 4 dynamiques montrent que les effets du spectre du modèle ne s'arrêtent pas. Aux chiffres, il redessine le quotidien de millions de personnes. Au cours des 6 à 12 prochains mois, le rythme actuel se maintiendrait sans accélération notable. Les projets déjà engagés, transformation agricole, réseau solaire, corridor routier, hôpital financé localement, continueraient à produire des effets mesurés mais réguliers. De nouveaux villages seraient raccordés à l'énergie solaire, quelques coopératives agricoles renforceraient leur capacité, et les axes commerciaux gagneraient en fluidité. La croissance resterait modérée, portée par l'agriculture transformée, les services locaux et le commerce régional. Ce scénario consolide progressivement les acquis sans bouleversement majeur. Il correspond à la trajectoire d'un pays qui avance par paliers successifs. Dans cette version, la dynamique enclenchée par les premiers résultats attire davantage d'investissements ciblés. Les filières de transformation agroalimentaire gagnent en capacité. Les technologies solaires locales sont adoptées plus rapidement. Et les corridors routiers stimulent l'apparition de nouvelles entreprises de logistique ou de distribution. Les partenariats régionaux se multiplient, renforçant la place du Burkina Faso dans les échanges du Sahel. Les secteurs soutenus par les infrastructures, commerce, agriculture, petits services, enregistrent des progressions plus rapides. Les revenus ruraux augmentent, la consommation urbaine se stabilise et la croissance s'établit à un niveau supérieur à celui des dernières années. Ce scénario renforcerait l'image d'un pays pionnier en matière d'autonomie économique. Une aggravation des tensions régionales pourrait perturber les flux commerciaux et détourner des ressources vers la sécurité. Des retards techniques dans les réseaux solaires ou les projets routiers ralentiraient l'effet d'entraînement observé jusqu'ici. Une partie de la population pourrait ressentir un décalage entre ambition et résultats immédiats, alimentant critiques et frustration. Les revenus agricoles stagneraient, les coûts logistiques augmenteraient et la croissance se tasserait. Ce scénario n'annule pas les progrès accomplis, mais il teste la capacité du modèle à résister aux chocs externes. À travers ces 3 trajectoires, une recommandation de prudence apparaît. L'autonomie économique gagne en robustesse lorsqu'elle conserve une marge d'adaptation, sans se figer dans un unique chemin. Les prochains mois serviront ainsi de test pour évaluer la flexibilité réelle de ce modèle. Pour un agriculteur vivant loin des centres urbains, la transformation du Burkina Faso n'est pas une question théorique. Elle se manifeste dans la possibilité de vendre une récolte entière, sans craindre qu'elle pourrisse avant d'atteindre un marché. Une saison mieux valorisée devient un revenu plus stable, puis un projet familial plus clair. Réparer une toiture, acheter une pompe, scolariser un enfant sans interruption.
Pour cette première audience, l'autonomie économique n'est pas un concept. C'est une réduction concrète de la vulnérabilité quotidienne. Pour les petites entreprises et les commerçants, la dynamique se lit autrement. Une électricité plus fiable change les horaires d'ouverture, la capacité de stockage, le coût des opérations. Une route mieux entretenue réduit les pertes logistiques et ouvre des débouchés nouveaux. Ces ajustements, minimes isolément, se cumulent pour permettre à des activités longtemps freinées de trouver un espace de croissance. Les artisans, les ateliers de transformation et les transporteurs perçoivent cette évolution comme une possibilité d'élargir leurs marges et de stabiliser leurs opérations, même modestement. Pour les familles urbaines ou périurbaines, l'impact se mesure dans l'accès aux services essentiels. La disponibilité d'un hôpital fonctionnant grâce à des financements locaux, la baisse de la mortalité infantile ou la continuité de l'éclairage dans des centaines de villages modifie la relation à la santé, à l'éducation et à la sécurité. Ce sont des changements qui redéfinissent la manière de planifier un avenir, de prendre soin d'un enfant, de maintenir un foyer. À travers ces trois groupes, une même idée apparaît. L'autonomie devient tangible seulement quand elle améliore. Des décisions simples, produire, vendre, étudier, se soigner. Ce sont ces gestes ordinaires qui déterminent si un modèle s'enracine ou s'essouffle. Pour que la trajectoire amorcée puisse se maintenir au-delà de ses premiers résultats, plusieurs étapes structurantes doivent être consolidées. La première consiste à renforcer les infrastructures essentielles. L'extension de l'accès à l'eau, de l'énergie solaire et des axes routiers doit suivre un rythme régulier afin de soutenir l'agriculture irriguée, la mobilité des biens et les services de base. Cette approche évite que les projets existants deviennent des îlots isolés, sans effet d'entraînement durable. La deuxième étape concerne la diversification économique. Limiter la dépendance aux seules filières agricoles ou aux chantiers d'infrastructures exige de développer des secteurs complémentaires. Transformation agroalimentaire plus large, maintenance solaire locale, matériaux de construction produits sur place. En créant ces nouvelles capacités, le pays réduit sa vulnérabilité face aux aléas extérieurs et augmente la valeur ajoutée captée sur son territoire. Troisièmement, la formation professionnelle doit devenir un pilier central. Sans ingénieurs, techniciens, agronomes, logisticiens et gestionnaires formés localement, la stratégie risque de recréer une dépendance envers des compétences étrangères. Les écoles techniques et programmes régionaux peuvent fournir une main-d'œuvre capable de gérer, réparer et optimiser les projets déjà engagés. Pour un modèle fondé sur l'autonomie, cette étape devient indispensable. Enfin, un mécanisme de suivi doit être mis en place pour mesurer les effets concrets. Revenus agricoles, disponibilité énergétique, temps de transport, fréquentation hospitalière. Ces indicateurs permettent d'ajuster les politiques sans rompre l'élan actuel. Dans cette logique, la vision portée par Ibrahim Traoré gagne en cohérence. Un pays ne progresse pas par slogan, mais par décisions séquencées, mesurées et corrigées en continu. Ainsi, cette lotrine n'impose pas une direction unique. Elle offre une structure pour que chaque secteur alimente les autres. L'histoire récente du Burkina Faso pourrait se résumer à une scène simple. Une tomate autrefois abandonnée au bord d'une route, aujourd'hui transformée en conserve vendue sous un label national. Cette même logique s'observe dans les couloirs d'un hôpital bâti avec des fonds locaux, où plus de 100 000 patients ont été soignés depuis son ouverture. Ces images, l'une agricole, l'autre sanitaire, rappellent que la souveraineté ne naît pas de grandes proclamations, mais de gestes répétés qui transforment le quotidien. Au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme l'articulateur d'une volonté collective longtemps contenue. La valeur d'un pays n'est plus seulement définie par ce qu'il reçoit, mais par ce qu'il choisit de produire, de soigner, d'entretenir et de défendre. La tomate transformée et l'hôpital financé localement deviennent alors les deux faces d'une même ambition.
capter la valeur au lieu de la laisser filer. Dans cette trajectoire, une phrase demeure. La dignité commence par ce que l'on construit soi-même. Ce qui se déroule aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement les chiffres et les infrastructures. Chaque route entretenue, chaque village éclairé, chaque récolte transformée sur place ouvre un espace nouveau où les citoyens peuvent décider de leur avenir avec plus de maîtrise. L'expérience burkinabé invite ainsi à regarder autrement les débats sur la souveraineté, l'aide internationale et la capacité des peuples à financer leur propre trajectoire. Elle montre qu'un modèle peut émerger non par rupture brutale, mais par une addition patiente de choix locaux alignés. Dans ce cadre, la participation des citoyens, qu'ils soient agriculteurs, commerçants, étudiants, membres de la diaspora ou simples observateurs, devient un élément essentiel. Discuter de ce modèle, le questionner, le comparer ou l'enrichir, c'est déjà contribuer à la conversation collective qui façonne son avenir. Si une stratégie fondée sur l'autonomie progresse réellement par couches successives, alors une question demeure pour chacun. Quelle place voulons-nous prendre dans les modèles qui redéfinissent leur propre destin ?